Bonsoir, chers étudiants. Ce soir, nous allons aborder ensemble les généralités relatives aux maladies artérielles et veineuses. Alors, considérons tout d'abord l'ampleur du problème. Malheureusement, nous ne disposons pas de statistiques en Haïti, mais nous savons pertinemment que la maladie artérielle périphérique est d'une très grande fréquence. Mais si nous considérons les statistiques importées des États-Unis, nous pouvons avancer que cette maladie est l'une des causes les plus fréquentes de décès et d'invalidité dans le monde. En tant que processus pathologique lié à l'âge, cette maladie deviendra plus prévalente dans les décennies à venir. Alors, l'invalidité physique résultant des conséquences de la maladie est tout aussi importante à considérer que la mortalité liée à cette affection. Environ 800 000 personnes aux États-Unis subissent un accident cérébrovasculaire chaque année. Les patients atteints d'une maladie artérielle peuvent être aussi limités par des douleurs thoraciques, des douleurs à l'effort, claudication, angine de poitrine, des ulcérations des extrémités, une insuffisance respiratoire et même une amputation. Évidemment, des progrès ont été réalisés dans le diagnostic et le traitement de la maladie artérielle périphérique. Ils incluent un recours accru à l'échographie duplex et à des techniques endovasculaires moins invasives. Des progrès ont été également accomplis dans l'identification des facteurs de risque clinique ainsi que le développement de nouveaux types de médicaments. Alors, ces progrès ont abouti à une prévention beaucoup plus efficace ou une réduction de la maladie artérielle chez de nombreux patients. Cependant, il existe des patients qui ne sont pas disposés à modifier leur mode de vie ou à respecter leur traitement. Et de ce fait, la maladie demeure un problème de santé majeur que la plupart des soignants rencontrent aujourd'hui sur leur parcours. Faisons un rappel d'anatomie de base et rappelons que les vaisseaux sont constitués par trois tuniques, une tunique interne endothéliale, une tunique moyenne et une externe. Du point de vue étiologique, la quasi-totalité des maladies artérielles acquises tirent leur étiologie de l'artériosclérose. Le terme athérosclérose vient du grec athéro, qui signifie bouillie ou pâte, et sclérose, qui signifie durcissement. Évidemment, il faut établir une différence entre artériosclérose, qui désigne tout durcissement de l'artère ou toute perte de son élasticité, qui est utilisé de façon interchangeable avec l'athérosclérose, bien que techniquement, l'athérosclérose constitue une forme d'artériosclérose. Le processus de formation de la plaque d'athérome est complexe, à médiation immunitaire qui débute à l'interface entre les cellules endothéliales et le sang circulant. Une étiologie non reliée à un seul facteur, mais à plusieurs, dans une sorte de combinaison de facteurs mécaniques et de facteurs circulants et environnementaux. Et le développement de l'athérosclérose peut être considéré comme se déroulant en plusieurs étapes. Étape A, réponse à lésion. Étape B, arrivée des cellules telles que les monocytes. Étape C, intervention des macrophages et des facteurs de croissance. Étape D, arrivée des plaquettes, migration au niveau de l'étape E, au niveau des couches musculaires, et F, formation de la plaque d'athérome. Évidemment, cette plaque d'athérome va entraîner une obstruction limitant le flux
à l'intérieur de l'artère, entraînant une dilatation de l'artère, une dilatation qui peut être anévrismale et libération d'athérome dans le courant artériel, entraînant une embolisation. Alors, considérons d'abord la maladie occlusive. Alors, quand l'athérosclérose entraîne une occlusion progressive du flux sanguin vers l'extrémité ou vers l'organe cible, alors les symptômes vont survenir et ces symptômes arrivent en cas de sténose artérielle critique. Alors, le flux et la pression sanguine ne diminuent pas de façon significative tant que moins que 75% de la section transversale du vaisseau n'est pas oblitérée, tant qu'au moins 75% de la section transversale du vaisseau n'est pas oblitérée. Alors, pour comprendre ces phénomènes, il faut posséder les notions de physique de base, telles que l'équation de Bernoulli, la loi de Laplace, la loi de Poisson, ici présentées, que je vous demande d'aller revoir au niveau de votre cours de biophysique. Alors, quid de la maladie anévrismale? Il s'agit d'une soufflure des trois parois, des trois tuniques de la paroi vasculaire. Et une fois l'anévrisme installé à la faveur de l'athérosclérose, justement, le flux laminaire est perturbé et il se produit la formation et l'accumulation de thrombus, évidemment, pouvant se détacher, pouvant migrer vers d'autres endroits de l'organisme. L'histoire naturelle de la maladie nous permet de considérer ce que nous appelons l'évolution polyvasculaire de cette maladie, une maladie qui peut intéresser plusieurs vaisseaux. Et il est admis que le décès d'origine coronarienne est la cause de mortalité la plus fréquente chez les patients atteints d'une maladie athérosclérotique, symptomatique ou asymptomatique, et doit être envisagée chez tous les patients atteints d'une maladie artérielle, même si elle n'est apparente qu'au niveau des jambes. Alors, une histoire naturelle variable, certains patients peuvent être gênés par sa présence, la présence de l'athérosclérose, mais d'autres sont invalidés. L'athérosclérose, bien que ce processus puisse suivre une évolution progressive, son histoire naturelle peut être modifiée favorablement dans la plupart des cas par une modification des facteurs de risque, l'utilisation de certains médicaments et dans certains cas, un traitement invasif. Ces traitements peuvent ne pas être curatifs, mais des interventions bien choisies peuvent offrir une excellente palliation et un soulagement symptomatique du processus. Regardons maintenant la généralité sur la maladie veineuse. Alors, les troubles veineux présentent un spectre allant des varicosités inesthétiques, des varices inconfortables, à l'insuffisance veineuse chronique caractérisée par l'invalidité. Alors, la majorité des problèmes, plutôt de nombreux problèmes veineux sont chroniques, mais les événements thromboemboliques sont aigus et peuvent mettre en danger la vie du patient. Il importe une solide compréhension de la maladie veineuse pouvant aider le soignant à diagnostiquer et à traiter efficacement ces pathologies complexes. Alors, l'ampleur de la maladie veineuse est aussi étendue. 15% de la population américaine étant touchée par des varices simples, avec une prévalence encore plus élevée chez les femmes et les personnes âgées. Une autre proportion de 5 à 10% est atteinte d'une insuffisance veineuse chronique, définie évidemment par des modifications cutanées de la jambe liées à une hypertension veineuse prolongée dans un système veineux profond ou superficiel. Alors, la maladie thromboembolique veineuse est définie comme une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire ou les deux. Cette pathologie touche 300 000 à 600 000 personnes chaque année aux États-Unis,
aux États-Unis. Un spectre de syndrome post-phlébitique défini par la douleur à la jambe, l'œdème ou l'ulcération existe à un certain degré chez tous les patients dans les années qui suivent une thrombose veineuse profonde. L'embolie pulmonaire étant la conséquence potentiellement mortelle d'une thrombose veineuse profonde, c'est une cause de décès évitable chez les patients hospitalisés. Alors, pour mieux appréhender les pathologies veineuses, il convient de comprendre cette classification et d'utiliser cette classification CEAP, une classification clinique, une classification étiologique et une classification anatomique. Évidemment, au niveau de la clinique, il faut regarder les signes de maladies veineuses profondes, la présence de télangiectasie, de varices, d'œdème, de pigment-eczéma, d'ulcères veineux cicatrisés, d'ulcères veineux actifs. Tandis qu'au niveau de l'étiologie, il faut jeter un regard sur le caractère congénital, primaire, secondaire de la pathologie. Et du point de vue anatomique, il faut regarder s'il s'agit des veines profondes, des veines perforantes, des veines superficielles. Et du point de vue physiopathologique, il faut regarder s'il s'agit de reflux, d'une obstruction ou d'une association de reflux et d'une obstruction. Alors, un rappel de l'anatomie de base nous permettra de mieux saisir les pathologies. Il existe un système veineux profond et un système veineux superficiel, ou évidemment par des perforantes. Au niveau du membre supérieur, nous avons de manière schématique représenté la veine basilique, la veine céphalique, la médiane antribacale, pas vrai, et la médiane cubitale, et la veine basilique et la veine céphalique au niveau du bras, et la veine brachiale et la veine brachiale et la veine axillaire. Et au niveau du membre inférieur, les deux systèmes constitués par la petite saphène qui se déverse au niveau de la veine poplitée et la grande. Alors, chers amis, alors, chers étudiants, on continue le cours sur la maladie artérielle et veineuse et nous continuons ce cours qui a été interrompu au niveau de l'anatomie du système veineux. Alors, il existe des sinus veineux qui constituent un système à parois minces sans valve de grande capacité située au niveau de la musculature du mollet. Lorsque les muscles du mollet se contractent, une pression supérieure à 200 mm de mercure est créée, propulsant le sang veineux vers le cœur. Alors, cette pompe musculaire du mollet fonctionne normalement, déplaçant plus de 60% du sang veineux de cette jambe vers la veine poplitée en une seule contraction. Il existe aussi des valves veineuses. Ces valves veineuses représentent une caractéristique histologique unique des veines. Ces structures bicuspides endothélialisées dirigent le flux à sens unique, empêchent, pas vrai, par leur fermeture, l'inversion du flux. Alors, ces valves sont présentes tout le long de la colonne de sang veineux du pied jusqu'au niveau du ligament inguinal. Les valves vont contribuer à égaliser les pressions dans l'ensemble du système veineux. La veine iliaque commune, la veine cave et le système veineux ne comportent pas de valves. Alors, les valves sont à la fois dans les systèmes veineux superficiels que des réseaux veineux profonds. Une valve unique dans la veine fémorale commune ou iliaque externe peut protéger contre le reflux par débordement de la grande veine saphène, est absente chez un tiers de la population. Du point de vue étiologique, l'insuffisance veineuse ou reflux résulte de la défaillance d'une ou de plusieurs valves du système veineux, entraînant une perte de l'équilibre de la pression veineuse. L'obstruction veineuse peut être due à des troubles veineux intrinsèques ou extrinsèques. Évidemment, nous devons considérer le syndrome de Klippel-Trenaunay, qui est associé à une hypertrophie du membre, des varices, ouais, des hémangiomes et des hémangiomes capillaires. Les patients atteints de cette affection peuvent présenter une obstruction veineuse, résultant une aplasie du système veineux profond ou une hypoplasie. L'étiologie de la compression veineuse extrinsèque peut être
peut-être une tumeur maligne, une fibrose rétropéritonéale et des facteurs iatrogéniques ou congénitaux. Une infection appelée syndrome de May-Turner résulte de la compression de la veine iliaque commune gauche sous l'artère iliaque commune droite. Du point de vue physiopathologique, normalement, la pression veineuse à la cheville reflète le poids de la colonne de sang jusqu'au niveau de l'oreillette droite. Les pressions normales en position debout sont de 90 à 100 mm de mercure selon la taille. À l'effort, le muscle du mollet propulse le sang hors de la jambe, réduisant la pression veineuse de plus de 70% après environ 10 pas. Alors, le temps de récupération pour remplir de nouveau la jambe de sang veineux après l'arrêt de l'effort dépasse normalement 20 secondes, 70 secondes. Dans le cas de l'insuffisance veineuse superficielle, les patients atteints de Faris peuvent n'être en mesure de réduire la pression veineuse ambulatoire que de 30 à 40%, de sorte que leurs veines superficielles se dilatent et deviennent inconfortables. Les patients, jusqu'à 20 à 25% du débit veineux fémoral reflue dans un système saphène incompétent. Alors, en cas d'insuffisance veineuse profonde, les pressions à la cheville peuvent ne diminuer que de 20% à l'effort et le temps de remplissage de la jambe est anormalement rapide. Les membres présentent un reflux combiné profond et perforant en particulier ont une pompe musculaire inefficace et un développement de stase importante au repos et pendant l'activité. Alors, quid de l'obstruction veineuse profonde? Chez les patients atteints de cette infection, il peut y avoir une augmentation paradoxale des pressions veineuses ambulatoires. Dans ces cas, l'obstruction du débit veineux peut entraîner une hypertension veineuse ambulatoire et une claudication veineuse, une sensation d'éclatement dans la jambe à la marche. Avec le temps, le développement des collatérales veineuses peut réduire les symptômes de l'obstruction veineuse. Alors, la maladie thromboembolique veineuse présente une conséquence biologique appelée embolie pulmonaire aiguë. Alors, des ampoules vont se détacher des vaisseaux, des veines profondes pour aller se loger au niveau de l'artère pulmonaire, entraînant une obstruction du cœur droit, un collapsus cardiovasculaire soudain peut survenir. Il existe des patients présentant une gravité liée à la taille de l'embole, mais aussi la récurrence et la présence d'emboles de petite taille peuvent aussi être fatales. Et chez certaines personnes, nous présentons des capacités de compensation, nous pouvons présenter des capacités de compensation efficaces. Alors, il faut comprendre tout d'abord, dans le cadre de l'histoire naturelle de cette pathologie, la triade de Virchow qui est associée la stase, la lésion endothéliale et l'hypercoagulabilité. Alors, il faut comprendre que l'évolution de cette pathologie peut entraîner une embolie pulmonaire pouvant mettre en danger la vie du patient. L'embolie pulmonaire peut être aiguë, subaiguë et chronique, tout comme la thrombose veineuse peut passer aussi à la chronicité. Alors, dans le cas de thrombose veineuse aiguë, on peut retrouver une coloration normale du membre ou une coloration cyanotype. On parle de phlegma albadolens, jambes turgescentes blanches et douloureuses, suivi en cas d'obstruction aiguë extrême du débit veineux, et une manifestation encore plus grave de la thrombose veineuse est la phlegmatia céruléadolens, jambes turgescentes bleues et douloureuses, de laquelle un gonflement massif peut entraîner une atteinte artérielle et une gangrène veineuse. Alors, il existe aussi des varices et des télangiectasies. Il peut exister aussi une thrombophlébite superficielle qui ne se complique que rarement d'une thrombose veineuse profonde, évidemment d'une embolie pulmonaire. Alors, les grosses varicosités peuvent entraîner une ulcération, des saignements, évidemment chez les personnes âgées et ou affaiblies. L'embolie pulmonaire est une pathologie traitée de manière détaillée dans le cours de chirurgie thoracique. Alors, je vous demande d'aller sur YouTube, consulter encore ce cours pour rappel. Alors, si ces patients ayant développé une thrombose veineuse profonde, il peut se produire ce qu'on appelle
un syndrome post-phlébitique. 1 à 2 ans après, 5 ans après, caractérisé par une induration, une dermostase au niveau ou à proximité de la cheville. 5 à 20% des patients ayant développé une thrombose veineuse profonde évoluent vers une ulcération veineuse. À 10 ans, plus de 90% des patients présentent une forme symptomatique de cette pathologie. L'histoire naturelle du syndrome post-thrombotique peut être modifiée par l'utilisation d'une thérapie de compression avec contention, qu'il ne faut pas négliger. Et la thérapie thrombotique, thrombolyse dirigée par cathéter, peut modifier favorablement l'histoire de cette pathologie en réduisant plus rapidement la charge thrombotique et en réalisant la prévention de l'obstruction veineuse, en réduisant les lésions valvulaires. Alors, en conclusion, il vous faut, chers étudiants, bien comprendre ces généralités et c'est sur la base de ces généralités que nous allons pouvoir pénétrer les détails chirurgicaux de ces pathologies. C'est ici que je vais m'arrêter si vous n'avez pas de questions. Je vous remercie.